Salut à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci de nous recevoir chez vous. Ce bulletin d'information aujourd'hui, nous l'ouvrons par les Comores, où l'Union africaine appelle justement au pourparlers de paix. La crise politique sur l'archipel s'éternise et devient de plus en plus violente. Au moins 2 personnes auraient été tuées lors d'affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants armés se réclamant de l'opposition sur l'île d'Anjouan. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé les politiciens à placer l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération. La crise dans le pays a commencé avec le référendum constitutionnel de juillet dernier et qui a mis fin à la rotation de la présidence entre les 3 principales îles des Comores. L'opposition a boycotté le vote qu'elle considérait comme une prise de pouvoir illégale du président Azali Assoumani et qui peut maintenant se représenter pour briguer un nouveau mandat. Monsieur Assoumani a dirigé les Comores de 1999 à 2002, puis de 2002 à 2006 et son 3e mandat a débuté en mai 2016. Au Soudan, c'est le président de la République, Omar El-Béchir, qui a donc nommé un émissaire de paix pour le Soudan du Sud. Ceci donc pour mettre en application l'accord de paix signé le 12 septembre dernier à Addis Abeba. Un accord de paix donc censé mettre un terme à la guerre civile dans le pays. C'est un reportage de Khalid Mahama. Il s'agit de Jamal Al-Sheikh, ancien ambassadeur du Soudan à Djouba. L'émissaire suivra d'ores et déjà l'application de l'accord de paix signé le 12 septembre 2018 à Addis Abeba, en Éthiopie. Car au cours de son allocution, le président Omar El-Béchir, en réitérant la position des Sud-Soudanais avec les instigateurs et financeurs des rébellions à Khartoum, a précisé que parvenir à la paix dans la région du Sud-Soudan est un grand pas vers une paix plus large, incluant son propre territoire. À ce sujet, rappelons que le Soudan du Sud, terre du président Salva Kiir Mayardi, est depuis 2013 dévasté par une guerre atroce, marquant la séparation de nombreuses familles. Aussi, il faut dire que les États soudanais du Kordofan et du Nil bleu sont depuis 2011 plongés dans des conflits entre le gouvernement et des rebelles, s'estimant marginalisés dans les domaines politiques et économiques. En Algérie, le bras de fer se durcit entre le président de l'Assemblée populaire nationale et les membres de son parti. Ce 17 octobre 2018, donc lors d'une assemblée extraordinaire, les membres de son parti ont déclaré vacant le poste de président à l'Assemblée nationale. C'est du moins ce que nous fait savoir Victoire Dimala dans ce reportage qu'elle signe. À 6 mois de la présidentielle, le Parlement algérien fait face à une crise d'une rare importance institutionnelle. De vives réactions se sont fait entendre après l'annonce de la vacance de la présidence du Parlement. Plusieurs médias algériens ont souligné ce jeudi 18 octobre le caractère illégal de l'action des députés de la majorité, notamment ceux du Front de Libération Nationale, le FLN, et ceux du Rassemblement National Démocratique, le RND. Ils ont tous proclamé la veille au soir la vacance du poste de président de l'Assemblée nationale. Depuis ce mardi, les accès du siège de l'Assemblée nationale sont tous verrouillés à l'aide de cadenas pour empêcher celui qui est considéré comme l'actuel président de l'Assemblée, Saïd Bouhadja, d'accéder dans les locaux. Pourtant, jusqu'ici, rien dans les textes constitutionnels n'oblige le président à démissionner, car en effet, ni la Constitution, ni le règlement intérieur ne sont contraignants quant à une éventuelle démission venant de sa part, surtout dans les circonstances actuelles. Ce que les observateurs politiques appellent aujourd'hui de coup de force est l'aboutissement d'une crise aussi soudaine que mystérieuse qui oppose désormais les députés de la majorité au président du Parlement algérien. Toutefois, les juristes s'accordent unanimement à condamner la démarche et l'action des députés contestataires. Tous appellent au respect des textes et des normes constitutionnelles, sinon une intervention du garant de la loi, le Conseil constitutionnel, qui a été réclamé. Quant à Saïd Bouhadja, il a fait une déclaration dans laquelle il affirme être le président de l'Assemblée nationale jusqu'à preuve de contraire. Selon la loi algérienne, l'on ne saurait constater la démission du président de l'Assemblée nationale par suite de démission, d'incapacité ou d'incompatibilité ou encore de décès.
Au Gabon, c'est le vice-président de la République qui a donc reçu ce 15 octobre 2018 à Libreville l'ambassadeur d'Algérie au Gabon, Mohamed Antar Daoud. Au cours des échanges, les deux hommes ont convenu du renforcement des relations économiques et commerciales entre le Gabon et l'Algérie. L'organisation de la prochaine foire d'exposition des produits algériens est prévue dans quelques semaines à Libreville et l'ouverture d'une ligne de transport aérien entre les deux pays était aussi au centre des échanges entre le vice-président gabonais et le diplomate algérien. Et cette foire d'exposition permettra également aux hommes d'affaires algériens de visiter et de découvrir la zone économique à régime privilégié d'Ongkok, située à 27 km de Libreville. Pour rappel, c'est en février 2015 que le gouvernement gabonais a donné son agrément à la nomination de Mohamed Antar Daoud en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne auprès de la République du Gabon. Nous mettons le cap cette fois-ci au Tchad, où le maréchal Haftar, qui est l'homme fort de l'Est de la Libye, qui a donc été reçu ce 17 octobre 2018 par le président tchadien Idriss Déby Itno. Et donc, les raisons de cette rencontre et donc les détails, c'est avec vous, Victoire Timala. En moins de 2 mois, c'est la deuxième rencontre dans la capitale tchadienne entre le maréchal Khalifa Haftar et le président tchadien Idriss Déby Itno. L'homme fort de l'Est libyen a été reçu ce mardi soir par le chef de l'État tchadien. De nouvelles retrouvailles dont l'objectif n'a pas été mentionné ni précisé par le protocole, même si pour d'aucuns, la présence d'un conseiller spécial du président égyptien Fattah al-Sisi pourrait bien mettre la puce à l'oreille afin de comprendre les véritables raisons de cette visite, puisque l'Égypte est un acteur clé et majeur dans le règlement de la crise libyenne et soutient d'ailleurs le maréchal Khalifa Haftar. La question sécuritaire libyenne préoccupe de nombreux pays africains, particulièrement ceux qui partagent la même frontière avec celui-ci. Entre les groupes rebelles rivaux qui combattent régulièrement, mais aussi les combats pour le contrôle de la contrebande dans cette région du Sahel, peu contrôlée très souvent par les armées nationales, Djamena serait un atout considérable et allié stratégique pour Khalifa Haftar. Au mois d'août dernier, l'un des groupes armés rebelles, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, avait lancé depuis la Libye une offensive sur la région du Tibesti, dans l'extrême nord du Tchad, avant de repartir s'abriter dans le sud libyen. Il serait donc nécessaire pour le maréchal Khalifa Haftar et le gouvernement du Tchad du président Idriss Déby Itno de collaborer et avoir des relations amicales pour éradiquer l'insécurité, notamment dans la région du Sahel. En Éthiopie, donc, lors de leur retrouvaille à Mogadiscio, il s'agit ici des ministres des Affaires étrangères de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Ils se sont donc retrouvés à Mogadiscio pour jeter les bases d'une cohabitation pacifique au sein de la Corne de l'Afrique. Et c'est avec un sentiment d'extrême satisfaction que le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Hisse Hawad, a reçu ce mercredi 17 octobre 2018 à l'aéroport international de Mogadiscio ses homologues. Selon des sources proches, les 3 ministres devraient préparer une réunion qui regrouperait les dirigeants de leurs pays respectifs. Ces pays devraient sceller le pacte de coexistence pacifique dans une sous-région souvent en proie à des altercations inter-États à cause, entre autres, des litiges frontaliers. Si la date de cette réunion des chefs d'État n'est pas encore connue, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Asias Afwerki devraient arriver sous peu dans la capitale somalienne. C'est la deuxième fois que les 3 patrons de la diplomatie se rencontrent après les retrouvailles de septembre dernier à Asmara, dans la capitale érythréenne, où ils avaient conclu un accord axé sur le renforcement des relations entre les deux pays. Comme quoi, la Somalie et l'Érythrée et l'Éthiopie forment désormais un véritable triumvirat diplomatique de faiseurs de paix. Un triumvirat qui se veut solidaire, comme à la 73e Assemblée générale des Nations Unies, quand ils ont unanimement plaidé pour l'abandon des sanctions contre l'Érythrée. En Zambie, c'est également des relations diplomatiques dont nous parlons, ceci avec la République démocratique du Congo.
En Zambie, donc, les réfugiés congolais du camp Mantapala s'investissent dans plusieurs activités comme le commerce et l'agriculture pour s'offrir des conditions de vie plus décentes grâce au soutien du gouvernement zambien. Ces réfugiés congolais apprennent aussi à prendre leur destin en main à l'image de Mela Nwassa. Elle a pu bénéficier d'une portion de terre pour faire du jardinage, ce qui lui permet aujourd'hui de faire face aux difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés. Mantapala est donc un camp de réfugiés situé au nord de la Zambie qui abrite plus de 10 800 réfugiés congolais et qui cohabitent avec environ 5 000 Zambiens. Agriculteurs, commerçants et artisans, pour la plupart, ils bénéficient de l'appui du gouvernement zambien pour gagner leur vie. La Zambie est donc devenue aujourd'hui un exemple en matière d'accueil et de traitement des réfugiés, et cela grâce à une législation votée l'année dernière visant à renforcer leur intégration, à leur octroyant notamment des droits de propriété, l'accès aux services financiers et judiciaires, et en réduisant les obstacles à la résidence permanente et à la naturalisation, autant avec des facilités qui favorisent l'intégration de ces réfugiés et contribuent à entretenir une cohabitation pacifique avec les populations locales. Toujours parlons de relations diplomatiques ou relations bilatérales. C'est cette fois-ci au Kenya, et c'est le Kenya justement donc qui a signé des accords ce 17 octobre 2018, des points de cadre conjoints destinés à renforcer donc les liens bilatéraux, notamment dans les domaines de consultation diplomatique, du tourisme et de la jeunesse. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Kenya a déclaré lors d'une conférence de presse à Nairobi que ces cadres avaient été élaboré lors du débat ministériel de la session inaugurale de la commission mixte et de coopération entre le Kenya et la Namibie. Elle a indiqué que la signature envisagée de ces cadres clés lors de la visite au Kenya du président namibien donnera un élan louable à la revitalisation et à la consolidation des relations bilatérales. Elle a ajouté que la commission mixte avait pu examiner les cadres de coopération existants et vérifier la prochaine étape pour remédier à ceux qui étaient périmés et faire des recommandations sur la voie à suivre. Le vice-premier ministre et ministre des Relations internationales et de la coopération de la Namibie ont donc déclaré que la relation bilatérale entre le Kenya et la Namibie découle des liens historiques au cours de la période de lutte pour la libération de la Namibie. En Afrique du Sud, un programme a donc été établi où plusieurs étudiants iront étudier en Chine. La Chine invite donc de nombreux étudiants sud-africains à avoir l'occasion d'étudier dans ce pays-là. 76 étudiants sud-africains de l'hôtellerie se lanceront dans un programme d'apprentissage intégré au travail en Chine pendant 12 mois. Une cérémonie d'envoi a eu lieu donc mardi dernier à Johannesburg pour les étudiants qui, pour la plupart, étaient originaires des zones rurales. Les étudiants auront donc l'occasion de travailler et d'être exposés à l'industrie du tourisme et de l'accueil chinois. Ils acquerront également une expérience de travail leur permettant d'obtenir à leur retour de meilleures chances de trouver un emploi en Afrique du Sud. Et s'exprimant donc lors de la cérémonie d'envoi, le vice-ministre sud-africain de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Buti Manamela, a exhorté les étudiants à saisir cette occasion pour nouer de meilleurs liens entre les deux pays. Toujours parlons de relations diplomatiques. Nous mettons le cap en Côte d'Ivoire où le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, a donc effectué une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Une visite de 48 heures pendant laquelle justement il rencontrera le président de la République Alassane Ouattara, et les deux hommes parleront entre autres des questions relatives à la sécurité. C'est un reportage signé par Fallon Chunia. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est rendu mercredi à Abidjan en Côte d'Ivoire pour parler renforcement de la coopération en matière d'éducation, de développement, mais aussi de la question sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Après avoir rencontré le président Alassane Ouattara, il s'est entretenu avec Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, avec lequel il a pris part à la présentation du projet de l'Académie internationale contre le terrorisme qui verra le jour en 2019.
Une visite qui intervient dans un climat de tension sociopolitique suite aux élections régionales et municipales du 13 octobre dernier, au cours de laquelle 3 personnes ont perdu la vie dans les affrontements entre les partisans mécontents et les forces de l'ordre. Après Abidjan, Jean-Yves Le Drian se rendra à Ouagadougou, Burkina Faso, où il rencontrera les autorités de ce pays-là, parmi lesquelles le président Rochma Christian Kaboré. Tout restant en Côte d'Ivoire, le gouvernement a donc annoncé mercredi dernier, c'était le 17 octobre 2018, l'ouverture du capital de 2 banques publiques, notamment la Banque nationale d'investissement et la Caisse nationale des caisses d'épargne. Il s'agit de la mise en conformité de l'actionnariat de la Banque nationale d'investissement et de la Caisse nationale des caisses d'épargne avec la réglementation bancaire. L'actionnariat de la BNI et de la CNCE, dira-t-il, sont ouverts donc aux acteurs autres que l'État ivoirien à travers des émissions d'actions nouvelles compte tenu du caractère des établissements nationaux et de crédit. Cette ouverture du capital intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la politique économique de l'État. Il fait donc également savoir le gouvernement, bien sûr, qu'il a été retenu de réserver une ouverture du capital à des structures en relation avec le secteur public. Selon la réglementation bancaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le niveau minimum du capital d'un établissement bancaire est de 10 milliards de francs CFA. Avec donc l'instruction des normes de Bâle 2 et 3, les banques ont désormais l'obligation de couvrir, en plus du risque de crédit, les risques de marché, les risques opérationnels et de liquidité. Nous restons dans le cadre de l'économie, mais cette fois-ci au Bénin. Le gouvernement, donc, pour réduire sa dette dans le pays, a donc annoncé une levée de fonds d'environ 171 milliards de francs CFA. C'est du moins ce que nous fait savoir Linda Ndedi dans un communiqué qui lui est parvenu donc par la présidence du Gabon. C'est un reportage. Cette opération très innovante menée par le ministère de l'Économie et des Finances démontre, à en croire le communiqué, la capacité du Bénin à attirer des investisseurs internationaux privés. Car cette levée de fonds se fera auprès d'une banque internationale dont le nom n'a pas encore été rendu public. Mais déjà, pour Romuald Wadani, ministre de l'Économie et des Finances, c'est une étape marquante dans l'histoire du Bénin. Car cet acte relève du premier financement international auprès des investisseurs privés avec le soutien de la Banque mondiale. C'est également une opération taxée d'exceptionnelle car elle va abaisser le coût de la charge de la dette et permettra au pays de renforcer ses engagements en matière de dépenses sociales prioritaires. En somme, cette transaction permet tout simplement au gouvernement d'améliorer son profil de dette et d'engager le remboursement d'un portefeuille d'emprunts existant à des banques locales ayant une maturité d'environ 2 ans et financer ainsi des dépenses sociales dites prioritaires. Bon à savoir, ce prêt d'environ 171 milliards de francs CFA est partiellement garanti par la Banque mondiale à hauteur de 40% du principal. Et donc, après l'obtention d'une notation financière internationale cette année et cette levée financière, le ministre de l'Économie et des Finances n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte d'ailleurs poursuivre l'ouverture du Bénin aux investisseurs étrangers dans l'intérêt des Béninois. La Fédération de la Russie, par le biais de la signature de nombreux accords avec l'Afrique, compte donc se repositionner au niveau de l'échiquier mondial. Et donc, pour ce faire, il veut donc avoir pour partenaire officiel le continent africain, ceci dans plusieurs secteurs. C'est un reportage signé Junior Ouafo. Stabilisation de la situation sécuritaire en RCA, formation militaire, don d'armements sophistiqués, gestion de la situation politique au Zimbabwe, telles sont quelques-unes des actions de la Fédération de Russie avec les pays du continent africain. La Russie apparaît de nos jours comme un acteur non négligeable dans le développement politico-économique de notre continent. Ceci peut sembler paradoxal quand on voit l'image que ce pays a en Europe. En effet, en résistant et en s'affirmant contre la vaste campagne de diabolisation dont elle est victime, la Russie apparaît désormais aux Africains comme un bouclier pouvant résister à l'impérialisme occidental. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à la signature d'un nouvel accord de coopération militaire avec 19 pays, notamment le Nigeria, le Zimbabwe,
et l'Éthiopie. Par cette succession d'accords avec le berceau de l'humanité, la Russie se positionne désormais comme le défenseur des faibles, car ils permettront la réalisation de projets en commun qui serviront à maintenir la stabilité et la sécurité sur le continent africain. Rappelons qu'en plus des apports financiers, de nombreuses armées du continent sont équipées de matériel russe et au vu des résultats, la coopération russo-africaine laisse présager des lendemains meilleurs. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à ce bulletin d'information sur Afrique Média. De votre fidélité, nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.